Bonjour à tous, bienvenue pour cette émission Carter et Piston numéro 78, mars 2025. Nous sommes chez MKC Moto, en présence de Lewis Rigaud, que je vous présenterai un peu plus tard. On ne va pas tourner autour du pot, je vous donne le sommaire de suite. MKC et Risha, une longue histoire commencée en 1956 que va nous expliquer Lewis Rigaud, petit-fils du fondateur. Essai de la CF Moto 700 MT, le trail routier de moyenne cylindrée qui nous vient tout droit de Chine. Les actus du mois qui sont toujours aussi denses et qui valent vraiment la peine d'être vus. Essai de la R9, nous n'y étions pas, mais cela ne nous empêche pas de vous présenter cette sportive très attendue. Enfin, les bruits de paddock, j'aurai le plaisir de les commenter avec Vincent Longbois, un pilote à la carrière aussi chaotique que brillante, un pilote pas comme les autres. Bon, eh bien, me voici, comme je vous l'ai dit, avec Lewis Rigaud. En fait, il fait partie du groupe MKC. Alors, mais MKC intègre Risha et on va aujourd'hui essayer de parler principalement de Risha. Mais, première question, mon cher Lewis, qui es-tu? Ouais, moi, je suis Lewis Rigaud, 34 ans. Et depuis, je suis né déjà actif dans le monde moto et surtout le monde vêtements moto. Ok. Et donc, en fait, c'est ce qu'on avait un petit peu, on a un petit peu préparé l'émission. Donc, en fait, l'histoire de Risha, parce que c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui, donc, en fait, c'est ton arrière-grand-père ou c'est ton grand-père? Donc, le nom, ça devient de mon arrière-grand-père. Ouais. C'est Rigaud Charles, donc Risha. Ouais. Mais c'est mon grand-père qui a commencé à fabriquer des gants en cuir. Ok. Donc, à 1956. Ouais. Ça veut dire que l'année prochaine, vous allez fêter vos 70 ans. Ouais, c'est ça. Et ça, c'est beau. Et on va créer une collection spéciale pour Risha 70. Oui. Ouais. Ok. Donc, il a commencé à 1956 à fabriquer des gants de cuir. Et parce qu'on avait les machines pour coudre le cuir, il y avait des gens, après 20 ans, à 1970, plus ou moins, qui ont eu la demande pour faire des combis en cuir qui faisaient la piste ou la route parce qu'il n'y avait pas des vêtements moto dans cette époque. Oui, à l'époque, c'était vraiment des cuirs, il n'y avait que du cuir. Oui, il n'y avait même pas de protection, rien, tout, c'était juste cuir. Et vous avez besoin des machineries spéciales pour coudre le cuir. Et on était professionnalisés dans celle-là. Donc, on a commencé doucement avec, au niveau des cuirs, faire des combinaisons de cuir. Et après, on a changé très vite à textile. Et là, à cette époque-là, mon père est rentré dans l'entreprise. Okay. Là, c'est allé très vite. Donc, on a eu une entreprise dans l'étrangère aussi. Ouais. Et, pour moi, de manière historique, pour moi, si je peux me permettre, les années d'or Risha, c'est aux alentours des années 70-80 ou avant je veux dire, à l'époque où il y avait tous des pilotes comme Stéphane Mertens qui roulaient Risha. Didier Doradiguez a aussi roulé Risha, je pense. Je crois, oui. Ouais. Ouais. Bref, c'est quand même une marque belge. Et comme on a une chaîne belge, je suis très content de parler de ce sujet. Et Risha, ça fait vraiment partie du patrimoine national au niveau moto. Donc, qui ne connaît pas Risha? Mais je sais que, forcément, comme toutes les entreprises, il y a haut, il y a des bas, il y a des hauts. Et donc, forcément, en fait, MKC, c'est un groupe qui comprend Risha et d'autres marques, c'est ça? Non, c'est différent. En fait, MKC appartient à Risha. OK. Donc, comment c'est passé? Donc, moi, avant, j'étais cycliste et j'ai arrêté. Donc, en fait, je ne voulais pas arrêter, mais mon père, il était toujours dans fabrication vêtements moto et on a exporté en 50 pays à cette époque-là. C'était à 2010. À 2010. Et à 2011, il m'a parlé, il a dit, ouais, j'ai un bon client à moi qui a un magasin à Anvers, mais il veut vendre sa boîte. Et il a dit, ouais, je ne sais pas ce que je dois faire, où je reprends ce magasin, ou un autre vient là, et peut-être il ne veut pas vendre Risha, et j'ai plus de distribution au niveau d'Anvers. Et moi, j'ai dit à cette époque-là,
moi, je vais quitter le monde cycliste. Moi, je vais faire le magasin. Et je suis commencé et c'était c'était vraiment un succès. Après 3 ans, j'ai repris un deuxième magasin. Ouais. L'année après, une troisième. Oui, L'année après, en Autriche. Et là, on a repris la chaîne Motorkleding Center en Hollande. Et parce qu'on n'avait pas la structure et tout ça. Et c'était aussi pour nous une chance pour consolider le marché en Benelux. Ouais. Alors, petite info, chiffre. Donc, actuellement, MKC, c'est 18 magasins. 18 magasins. Sur 3 pays, si je ne dis pas de bêtises. Ouais. OK. Belgique, Hollande et Autriche. Ouais. Et ici, MKC Braine-l'Alleud, en fait, c'est le seul MKC du côté francophone de la Belgique. Oui, c'est ça. OK. Ouais. Donc, il y en a un paquet en Flandre, en Hollande et en Autriche. C'est assez bizarre. J'ai 2 en Autriche. En Autriche, oui. Mais c'est vraiment une pays moto, plus que Hollande et Belgique. Okay. Parce que là, c'est vraiment... Ici, tout le monde a une vélo, là, tout le monde a un moto. OK, ouais. Et donc, vous êtes présent sur 60 pays, je pense, pour le moment. Okay. Dans l'export. OK, super. Avec Lewis, en fait, on est ici parce qu'on voudrait parler d'une nouvelle collection. En fait, c'est la collection Stradale, qui est en cours de développement, qui est déjà sortie partiellement dans une partie de vos magasins. Et on est ici pour parler de cette collection Stradale. Donc, est-ce que tu peux m'en dire plus? Oui. Pourquoi on a sorti avec la collection Stradale? Richa a toujours eu un nom dans le monde cuir parce que notre fitting, il était très bien, la qualité-prix, c'était toujours très élevé. Mais quand on a grandi beaucoup avec les magasins au niveau de touring, on a aussi la licence Gore-Tex, on a beaucoup investi dans le côté touring, vintage. Mais le racing, c'était plus sur la chemin gauche c'est vrai, comme tu l'as dit dans la préparation de l'émission, c'est vrai que, c'est comme je te disais, on a vu beaucoup les produits Richa au niveau racing, sur les pistes, sur les circuits et tout ça. Et puis c'est vrai qu'il y a eu une diminution de la visibilité de Richa sur circuit. Et donc, c'est vrai qu'avec cette collection, en fait, vous voulez revenir sur le devant de la scène avec des combis racing et revenir un peu aux origines, quoi. Ouais, c'est ça. En fait, moi, je fais la piste aussi, comme toi. Et ça me fait un peu mal de voir qu'il n'y a pas assez de Richa sur la piste quand j'étais là pour des track days ou n'importe. Et ce que je voyais bien sur la piste, c'est il y a des marques plutôt inconnues qui attrapent le marché avec des combis bon prix, en fait. Parce que les gens, ils achètent une set de pneus, ça coûte 500 €, et une combi coûte aussi 500 €. Donc, ils changent tous les ans. Et c'est pour ça que j'ai dit, on doit lancer une collection sportive de nouveau, mais qualité-prix excellente. Parce que je voulais vraiment faire, c'est donner le client plus de valeur pour son prix. Oui, en fait, vous avez voulu maximiser le rapport qualité-prix pour offrir vraiment une combinaison. Alors, c'est important, on en parle. La nouvelle Stradale, enfin, ça c'est la précédente, donc la toute nouvelle collection va arriver. Voilà, ça c'est déjà dans le magasin MKC et Moto, mais la toute nouvelle pour l'export aussi, il va rentrer maintenant, dans quelques semaines dans tous les magasins. Ça, c'était le premier test. Qu'est-ce qu'on fait quand on lance une collection? On teste d'abord dans nos magasins qu'est-ce qui est le feedback de nos clients pour améliorer la collection existante qu'on va exporter aussi dans tous les pays. Et le feedback était très positif. On a beaucoup des employés qui roulent aussi avec la combi. Il y a même quelques-uns qui sont déjà tombés avec. Donc, et c'était tous bien. Donc, voilà. Ils sont, oui, c'est un peu le risque des combis trop bon marché, c'est que les gens ne se rendent pas compte qu'à la première glissade, tu as toutes les coutures qui pètent et tu te retrouves tout nu sur la piste, entre guillemets. Et les gens ne comprennent pas bien que parfois le prix d'une combi, le prix de la peau ou d'un membre n'a pas de prix et il ferait bien de réfléchir. Alors effectivement, on parle d'un rapport qualité-prix que vous avez voulu extrême. Quel est le prix annoncé de la combi une pièce comme elle est là actuellement? 799 €. Ah, c'est super, oui, c'est effectivement très compétitif. Alors pour la petite info, j'ai déjà eu
eu l'occasion de l'essayer. J'ai été à Audenarde, ce que je vais appeler le siège de Richat, parce que, en fait, comme vous le savez, je suis instructeur à la Biker School, donc les Bikers Day qui ont lieu à Francorchamps. Et donc, il y a un partenariat qui a été fait entre Richat et la société Bikers Day. Et donc, vous allez avoir une présence visuelle, vous allez avoir du matériel, des combinaisons, des gants, des bottes et tout ça qui seront sur toutes les journées de Bikers Day. C'est bien ça? Oui, c'est ça. Et nous, Arnaud de Max Moto et moi-même, allons être équipés de cette fameuse combinaison qui a été tout à fait personnalisée pour nous, pour avoir beaucoup de visibilité, étant donné qu'on est coach, il faut vraiment que les gens nous voient. Mais donc j'ai déjà eu l'occasion d'essayer la combi, alors c'était pour prendre des mesures, mais ça veut dire aussi qu'à Francorchamps, pour toutes les journées Bikers Day, eh bien, il y aura l'exposition de ce matériel et nous-mêmes serons équipés de cette fameuse Stradale que j'ai mis du premier coup, et je dois avouer que je suis déjà rentré dans des combinaisons où c'est une catastrophe. Et c'est vrai qu'ici, la souplesse du cuir et le fit global était très agréable. Et donc, de base, rien qu'en rentrant dedans, j'ai trouvé un certain confort que tu ne retrouves pas toujours dans certaines combinaisons. Ça, c'est très positif. Mais Richat a été toujours très connu pour, au niveau du fitting. Oui. Donc, c'est ça qu'on voulait vraiment. Donc, les gens, ils rentrent dedans, ils sont directement bien. Oui. Et ça, c'est super important parce que parfois, c'est compliqué. Donc, eh bien, oui, forcément, le développement d'une combinaison, c'est pas n'importe quoi parce qu'on parle de sécurité. Il y a forcément les normes qui évoluent, les protections. Alors, qu'est-ce qui fait là, enfin, quelles sont les données techniques que tu peux me donner par rapport à cette combinaison? Maintenant, on a fait les premiers tests avec ce combi-là. Elle est AA. Elle a l'homologation AA, mais normalement on va aller pour AAA. Donc la combinaison qui rentre dans tous les magasins et on fait dans l'export va être AAA. Ce que je voulais, c'était vraiment le maximum de protection pour un bon prix, mais le cuir, il s'agit d'un cuir à 1.3, donc c'est déjà pas mal. C'est tout perforé. On a entré des protections D3O dedans. Donc, D3O, vous connaissez bien, c'est level 2 en fait. Donc, ce n'est pas level 1, level 2. Ce sont des protections qui réactent sur impact. Donc, c'est très souple quand tu te comportes dans ta combi ou si tu bouges, si tu prends des virages et tout ça. C'est thermo quelque chose, c'est pas avec la chaleur ou l'énergie. En fait, ça réagit. Ça vient de l'énergie, donc ça réacte sur impact. C'est très souple, ce sont des molécules qui se renforcent dans l'impact. Si tu le prends comme ça, c'est très souple, je peux le montrer d'abord. C'est très souple, mais si tu tombes avec, ça se renforce. Et après, tu peux de nouveau l'utiliser, donc il ne faut pas la jeter dans la poubelle. Donc, protection D3O qui sont dedans. Sur les zones d'impact, donc les coudes, les épaules, on a fait une double layer en cuir. On a du triple stitching. Donc, triple couture. Triple couture, donc c'est très sécurisé. On a la doublure que vous pouvez enlever, laver et tout ça. Les sliders externes qui sont au-dessus, ils sont fabriqués en Italie. Donc là, on fabrique tous les sliders. Ce sont les meilleures molécules en plastique, en fait. Donc on le construit en Italie, on l'envoie sur notre entreprise. Et là, c'est tous... tout est assemblé. Tout est assemblé là-bas. Les sliders sur les épaules, ils sont... Sur les coudes? Oui, sur les coudes. Tu peux les changer. Donc, si tu prends les virages très... Enfin, c'est une combi moderne, quoi. Voilà. Et sur les zones, vous voyez aussi sur... j'ai vu des renforts au niveau des renforts super fabriques. Donc, ce sont des zones, des impacts qui sont touchés quand vous tombez. C'est là où ça se déchire toujours. Voilà. Je connais bien, malheureusement. Et en tout cas, on a une collaboration avec Alpinestar parce que le combi, elle est prêt pour... entrer un airbag dedans. J'allais te poser la question parce que de nos jours, c'est vrai que c'est même parfois obligatoire en compétition. Donc on est obligé de parler de l'airbag. Et donc vous avez une collaboration avec Alpinestar pour intégrer tout ce qui est airbag, mais pas que Alpinestar. Non, mais en fait c'est n'importe quel airbag monotone vous pouvez mettre en dessous parce que vous avez
accordion stretch dans tout le oui, donc il y a suffisamment de souplesse dans le cuir et tout ça. Et comme elles sont fitées souples, eh bien, il y a la place pour que l'airbag s'ouvre. Ouais. Okay. Même sans ou avec airbag, le fitting il est très bien, mais si vous portez un airbag, il faut toujours garder 3-4 cm en plus, parce que quand il gonfle, il faut avoir la place, parce qu'autrement, tu peux avoir des désagréments. Alors, de manière évidente, ça je le dis pour le public, bon, comme j'ai déjà testé l'airbag 2-3 fois, alors en fait la question se pose toujours de oui, au moment où ça se gonfle, est-ce qu'on arrête de respirer, est-ce que ça fait mal et ceci. Alors non, en fait ça fait du bruit, ça c'est une chose. C'est vrai que ça se gonfle et tout d'un coup on se sent engoncé, mais c'est la bonne nouvelle, c'est le but. Mais en général, ça se dégonfle. Après 10 secondes, en général, le dégonflement commence. Enfin, 10-20 secondes. Et donc, en fait, cette sensation d'être engoncé diminue très rapidement. Parce qu'il y a les gens, ils sont toujours très stressés. Ah oui, mais si c'est à l'intérieur, il me faut de la place. En fait, il ne faut pas tellement de place que ça. Il vaut mieux être bien coincé dans sa combi que enfin, voilà. J'ai aussi un peu d'expérience avec déjà, malheureusement. Mais si vous tombez de la moto, ça va assez rapidement et tu es en train de tomber. Tu penses pas, j'ai mon airbag, je le sens. Après, si tu te mets debout, tu vois où c'est mon airbag qui est déclenché. Donc, tu es quand même content que tu avais l'airbag en dessous. Mais alors, les gens ont toujours peur de l'inconnu, alors ils se mettent à avoir peur de choses qui n'existent pas en fait. Et en fait, l'ouverture d'un airbag, certes, c'est pas très agréable, mais c'est très sécuritaire, ça fait boum, on est engoncé. C'est vrai, quand on se lève, on est comme ça, voilà. Bah, c'est peu de choses, quoi. C'est jamais que 30 secondes de ta vie. Mais bon, c'est important de comprendre que l'airbag, c'est pas. Il ne faut pas tant de place que ça. Il faut pas. Voilà. Le feedback qu'on a reçu de notre client, c'est pourtant, quand il tombe, il ne veut pas avoir le mal aux têtes de l'envoyer vers Italie, pas avoir un airbag pendant... Parce que vous avez toujours besoin d'un airbag pendant la saison, pas quand la saison est terminée. Bien sûr. Donc, si vous tombez... par exemple, vous êtes à l'étranger, à Almeria, je ne sais pas, vous tombez le premier jour, tu veux rouler dans l'après-midi ou le lendemain, mais si vos airbags est déclenché, tu n'as pas la chance de rouler encore une fois avec l'airbag. Mais la chance est, la plupart des airbags d'Alpinstar, ils peuvent déclencher 2 fois. Et car on a une bonne relation avec Alpinstar, tous nos magasins sont entraînés pour faire l'entretien des airbags Alpinstar eux-mêmes. Ça, c'est important. Donc, c'est technical, presque tous les magasins sont certifiés Alpinstar Service Center. Ok, super. Donc, ça veut dire qu'ils peuvent changer les cartouches. Bon, alors ça aussi, j'ai envie de dire que sur la piste, bon, malheureusement, comme ça nous est arrivé, ben, tu tombes, elle se déclenche. Bon, ben, en général, il faut quand même toujours avoir une dorsale, même si on a un airbag, ça c'est important. Tu peux t'en passer, mais le problème, c'est vraiment le bas du dos. En général, il faut une dorsale basse, parce qu'en général, ça s'arrête au milieu du dos. Bon, ben voilà, en général, moi, je prends une dorsale normale en plus avec moi. Et si jamais je tombe avec mon airbag, comme ça, je mets une dorsale plus grande et je roule sans airbag et puis point à la ligne. Quoi. Enfin, je veux dire, déjà, en général, sur circuit... je fais la même chose. En général, quand tu te casses la gueule sur circuit et que tu allumes ton airbag, normalement, les sessions d'après, tu es plus relax. Tu vois ce que je veux dire, tu vas moins vite et tu cherches moins la limite. Ok, bon ce produit, alors cette collection, en fait, ce n'est pas que des combines pièces, en fait, c'est toute une collection. Qu'est-ce que tu peux me dire à ce propos? Oui, mais comme pour rentrer sur la première part, en fait, si vous avez comme une marque comme Recha, vous avez besoin d'une collection sportive. Donc, c'est toujours le focus est sur la combi. Une pièce, mais en fait, au niveau de quantité, c'est plutôt le 2 pièces que vous vendez. Et la 2 pièces, il est rentré déjà l'année passée dans nos magasins et ça va comme un train. Il vend très bien au niveau de fitting et surtout au niveau de prix. Vous aviez les protections des 3 hauts, etc. Là, on a aussi une veste plus sportive été, mèche, et une imperméable.
Et tout ça, ça fait toujours partie de la collection Stradale. Stradale qui veut dire route en italien. Oui, parce c'était en fait une collection capsule, une nouvelle collection. Ouais. J'étais en train de réfléchir avec nos designers italiens. Ouais. Quel nom on peut donner aux collections, à notre collection sportive. Et moi, j'aime bien les motos et les voitures italiennes. Et c'est quand même Stradale, ça veut dire route en fait, en français. Ouais. Donc, c'est la collection spécialisée pour la route. Donc, on a dit collection Stradale. Et il y a un très bon feedback au-dessus. Donc, parfait. On a encore les bottes élégantes aussi. Oui, effectivement. Ouais. Je sais parce que je vais les recevoir aussi. Pour être complètement fité Richat pour le coaching. Bon, ben, évidemment, une combi, ben, comme je le disais, il y a évidemment dorsale, il y a aussi de plus en plus la protection pectorale. Ouais. Bon, Richat n'en a pas au catalogue, mais vous avez aussi un partenariat, je pense, pour ce genre d'équipement. Oui, on travaille déjà longtemps avec D3O. C'est une marque anglaise. Ouais. D3O. D3O, ouais. Les protections orange que vous voyez peut-être. Donc, c'est ça que j'ai dit avant, ce sont des protections qui réactent sur impact. Ouais. Et pas tout le monde veut porter une airbag en dessous. Donc, on a aussi la possibilité d'entrer une dorsale D3O dedans, level 2, et aussi les protections pectorales. Ouais. Pectorale, c'est quand même toujours mieux de l'avoir. Ouais. On a... Chez nous, ce qu'on voit dans les magasins, c'est 50-50 ce qu'on vend. Okay. Ouais. Donc, mais tout le monde ne veut pas absolument un airbag. Hein. Moi, je connais des gens qui ne veulent pas rouler avec l'airbag. Hein. Bon, bah, c'est un choix comme un autre. Moi, je respecte. Voilà. Je conseille à tout le monde pour porter un airbag, mais de temps en temps, il ne déclenche pas. Ça peut y arriver. Donc, j'ai quelques-uns que je connais, il n'est pas déclenché, mais... Si tu te mets debout, il n'y a rien passé, ça veut dire que la système n'a pas choisi de le laisser... En fait, c'est l'algorithme qui ne reconnaît pas la nécessité d'ouvrir. Voilà. Et donc, ça veut dire que théoriquement, ça veut dire que ce n'était pas nécessaire. Une fois, j'ai fait une low slider à Mété, il n'est pas déclenché, donc, mais je ne m'ai pas fait mal, donc c'était... Ok, très bien. Bon, ben, on va un petit peu terminer. J'ai envie de te demander une question simple, mais très difficile. C'est pourquoi choisir Richat? Pourquoi choisir Richat? Parce que tous les trucs que je t'ai déjà dit, au niveau... par rapport à prix-qualité, c'est le meilleur choix. Ce n'est pas parce que c'est notre produit, mais c'est le meilleur choix. Au niveau du cuir, protection qui sont dedans, les options que vous avez pour entrer des protections extra dedans, les sliders que vous pouvez choisir. Normalement, si on charge le prix correct, on doit passer à 900 €. Oui, j'allais dire. Donc 900 000 €, mais c'est pour rattraper le marché de nouveau au niveau sportif. Reprendre des parts de marché, effectivement. Voilà. Ok, super. Bon, mais je pense. Est-ce que tu as encore des choses à nous dire par rapport à cette collection Stradale que je vais bientôt porter? Oui, je vois qu'on a oublié de mettre les sliders au-dessus, sur le combi. Oui, mais dans un magasin, c'est pas grave. C'est mieux, c'est plus joli avec des sliders. Mais... Alors, question importante, les sliders, ils sont avec le scratch inversé ou normal? Vous voyez ce que je veux dire? Alors, en fait, tu as des combis où, en fait, c'est le slide qui se scratch et la combi est en doudoune, là, enfin un truc tout doux. Et maintenant, enfin, j'en parle parce que c'est chez Denez, ils ont inversé. Ça veut dire que maintenant, tu as le truc dur sur le genou. Et donc je me suis commandé des sliders Denez. Et quand j'ai voulu les mettre, ben non. Parce qu'en fait, il faut commander les bons sliders parce que c'est inversé. Alors pourquoi ils ont fait ça, j'en sais rien, mais c'est pour ça que je pose la question pour la vôtre. Ouais, c'est pour être un peu plus exclusif, je crois. Donc si vous voulez en Dainese, il faut avoir les protections Dainese, mais toutes les autres marques, ils travaillent avec les protections comme ça. Donc en fait, ils ont fait ça uniquement pour être sûr que tu achètes des sliders Dainese. Voilà. Comme ça, vous avez la réponse. C'est du marketing, comme toujours.
Vive le business. Parfait. Ben, écoute, je pense qu'on a terminé cette interview. Ben, d'abord, merci beaucoup de t'être déplacé jusqu'à nous. Ouais. Je sais que tu as un emploi du temps bien chargé. Alors, c'est quand même important. Donc, ici, on représente forcément la partie francophone de la Belgique. Donc, si quelqu'un veut découvrir cette collection Stradale, donc ils ont évidemment ici, MKC Braine, okay, ouais. À Zemst, c'est aussi bien en Flandre. Okay. À Bruxelles, Zemst. Ouais. Donc là, on a aussi un magasin, un très grand magasin, et tous les magasins portent la collection Stradale complète. Ok, super. Donc, très bien. Et je crois, chez DG Sport, ils peuvent aussi tester le combi. Je ne suis pas sûr. Mais... Alors, moi non plus, parce que je ne travaille pas chez eux, je suis consultant et coach, mais les accords, je ne les connais pas. Mais alors, les clients vont avoir la meilleure consultant pour consulter du combi. Donc, écoute, je le souhaite. En tout cas, je suis très content. Alors, vous allez voir, quand les combis vont arriver, vous allez faire des grands yeux, mais c'est une surprise. Bon, Lewis, merci beaucoup. C'était très instructif. Félicitations pour cette nouvelle collection. Merci aussi pour la collaboration, puisque j'aurai la chance de rouler avec cette fameuse nouvelle combinaison. Bon, bien évidemment, si vous voulez retrouver ces produits, si vous voulez découvrir la gamme Stradale, eh bien, vous avez le site richa.eu. Mais Richa et MKC, vous l'aurez compris, ce sont des sociétés jumelles. Et donc, vous avez aussi mkc.com. Donc, n'hésitez pas à consulter ces sites, découvrez ces produits et n'hésitez pas à venir les essayer en magasin. Il est l'heure de vous présenter le premier essai de cette émission. On va vous présenter la CF Moto MT700. Alors, c'est une moto qui est sortie déjà l'année passée, que CF Moto nous a demandé de présenter, parce qu'on ne l'avait pas encore fait sur la chaîne. Et vous allez tout de suite comprendre pourquoi. On reparle de cette MT700, l'essai immédiatement. Bonjour à tous, bienvenue à Ronquière au plan incliné où on est venu faire ce petit test de cette CF Moto 700 MT. Alors c'est un modèle que CF nous a demandé de présenter, surtout maintenant pour une raison relativement simple, c'est qu'il y a actuellement une promo qui est vachement sympa, à savoir que la moto déjà de base coûte 6 699 € et actuellement avec à l'achat de la moto vous recevez donc ici les barres et les deux valises, donc le kit valise complet qui est tarifé à 815 € et donc c'est offert si vous achetez une CF700 MT actuellement. Le moteur n'est pas un 700, c'est un 693 cm3. C'est un moteur qui est bicylindre face route avec un petit calage comme d'habitude. 67 chevaux, 68 Nm. C'est un moteur qui est très linéaire. Le couple n'est pas omniprésent, donc voilà, c'est vraiment un moteur, j'ai envie de dire que la courbe de puissance c'est tout droit. Au-dessus, on ne peut pas s'attendre spécialement à une grimpée, enfin je veux dire des chevaux qui arrivent. C'est vraiment très linéaire avec des avantages et des inconvénients, bien évidemment. Alors les inconvénients, c'est les sensations. Par contre, en utilisation, quel que soit le rapport, quel que soit le nombre de tours minutes, c'est une moto qui est très facile, qui n'a pas de surprise, on va dire. C'est vraiment très prévisible et plutôt efficace quand même. En fait, ce sont des moteurs qui, justement, parce qu'ils ne sortent pas des masses de chevaux, ce sont en général des moteurs qui sont très fiables et qui font beaucoup de kilomètres, donc il y a toujours des avantages et des inconvénients. Bon, au niveau, je vais dire, de l'ergonomie, c'est une moto qui, comme vous le constatez, moi je la trouve assez courte, c'est une moto qui n'est pas très grande. Sa hauteur de selle est de 820 mm
Et vous avez une selle optionnelle à 800 mm qui se négocie un tout petit peu moins de 250 €, c'est 249, quelque chose. On a une bonne protection. Alors en fait vous avez la bulle ici qui est en fait réglable mais manuellement, enfin mécaniquement on va dire. Donc il faut desserrer, c'est une bulle qui bouge sur 60 mm. Donc ça c'est pas mal aussi pour pouvoir adapter tout simplement la protection en fonction de votre gabarit. Le bidon contient 18 litres, donc ça c'est une contenance tout à fait raisonnable pour ce style de modèle. La consommation est annoncée aux alentours de 4,5 à 5 litres, donc c'est vraiment pas grand chose. Et donc ça annonce effectivement aux alentours des 300 km d'autonomie. Alors au niveau du freinage, eh bien on retrouve, alors c'est un petit peu comme d'habitude chez CF Moto, on retrouve du Rijuan, des étriers 4 pistons, 2 étriers 4 pistons à l'avant et un étrier double piston à l'arrière. Donc Rijuan, je l'ai déjà dit 1000 fois, mais c'est une filiale de Brembo, c'est une marque européenne. Les étriers ne sont pas radiaux. Ça veut dire qu'ils ne sont pas attachés de manière perpendiculaire à la fourche, mais ils sont à l'ancienne. Ils sont tout simplement boulonnés sur la fourche, mais ils ne sont pas radiaux. Et ça en est de même pour le maître cylindre qui n'est pas radial. Alors, je dirais que autant sur la 450, ça ne m'avait pas choqué, mais sur celle-ci, objectivement, ça manque de mordant et je trouve que le côté frein est un peu faible. À la prise des freins, on a des bonnes sensations et puis on tire. Ça m'est arrivé une fois de devoir faire un freinage un petit peu où j'ai dû tirer fort et je me suis dit, ça manque de mordant et je trouve ça dommage. Moi, personnellement, j'aurais cette moto, je changerais les plaquettes tout simplement parce que ce sont des étriers qui sont aujourd'hui connus. Ça veut dire que vous avez certainement plein de manufacturiers qui font des plaquettes différentes pour ce modèle et il suffit de choisir des plaquettes un peu plus mordantes et le problème est réglé. Au niveau des réglages d'écartement des leviers, on est de nouveau avec le système Rijuan qui est vraiment pratique, très facile, beaucoup plus pratique que d'habitude. On va parler d'électronique, mais ça ne va pas être très long. À savoir que c'est une moto, c'est une moto basique, c'est une moto qui est quand même proposée à un tarif hyper concurrentiel, c'est aussi une moto qui n'est pas très puissante, donc quel est l'intérêt réel de l'électronique? Ça c'est un large sujet, large débat, mais ici vous n'avez pas de traction control, vous n'avez pas de mode, vous avez juste de l'ABS. Étant donné qu'il n'y a pas de traction control, ce genre de choses, ça veut dire que cette moto n'est pas équipée d'une centrale inertielle et donc ça veut dire automatiquement que l'ABS n'est pas un cornering ABS, ça reste un ABS tout à fait classique comme on en a toujours eu, mais il ne change pas sa manière de fonctionner en fonction de l'angle et c'est une fois de plus peu de choses me semble-t-il. Alors qui dit pas de traction, il n'y a pas non plus de quick shifter. Vous avez par contre bien évidemment de la connectivité avec votre téléphone par rapport à de la musique, du guidage et tout ça, et ça c'est plutôt pas mal. J'ai pas eu le temps de tout installer et tout ça, mais j'ai été dans le menu. Alors c'est vrai que les deux Komodo qui gèrent justement tout ça sont plutôt bien foutus, à savoir qu'ils sont bien placés, ils sont rétroéclairés, c'est pas compliqué. Une fois de plus, on peut tout gérer du pouce gauche, ça c'est plutôt pas mal. Alors le petit défaut que je lui ai trouvé, c'est en fait l'accès au grand phare. Alors je roule avec des gants hiver qui sont forcément beaucoup plus épais et en fait sans le faire exprès, j'arrête pas de mettre le grand phare. Alors je l'imagine qu'avec des gants classiques ça devrait être moins le cas, mais en tout cas là j'ai mis le grand phare plusieurs fois sans le vouloir, donc petit défaut d'ergonomie. Étant donné que c'est un trail routier et qui n'est pas destiné à l'off-road, vous avez des roues en aluminium de 17 pouces avec du 160 à l'arrière et du 120 à l'avant de manière assez classique, c'est tout à fait normal. Alors les pneus c'est du CST Migra S1. Je les découvre, c'est des pneus que je ne connais pas, que j'ai eu l'occasion d'essayer actuellement une centaine de kilomètres. Je dois avouer que je n'ai rien à leur reprocher. Les conditions font que je n'ai pas la possibilité d'essayer d'aller chercher la limite. Alors l'écran il est vraiment positionné plutôt pas mal. Alors ici vous avez un petit saut de vent, sauf que c'est pas un saut de vent, c'est juste plutôt quelque chose qui est juste censé faire de l'ombre et ne pas avoir de reflet sur le compteur. Et ça c'est plutôt pas mal. Alors maintenant, je vous propose de passer aux suspensions et là, j'ai 2-3 mots à dire parce que je m'interroge. Alors en fait, j'ai pris possession de la moto, on m'a dit, tu vas voir, suspension full réglable. J'ai dit, ça
c'est génial parce que c'est vrai que j'ai un peu dur avec les motos où rien n'est réglable. Alors, on commence par l'arrière. Alors, non, on commence par d'abord ce que j'ai regardé, c'est, je me suis dit, mais d'où ça vient? Alors, j'ai eu beau me rouler par terre de gauche à droite, je n'ai jamais trouvé la moindre indication par rapport à la provenance de ces suspensions. Par contre, sur le dessus des T, enfin sur les réglages de rebond à l'étage, c'est une croix rouge que vous verrez tout de suite à l'écran. Et ça me fait fort penser à WEP, donc WEP reste quand même une filiale de KTM et on sait que CF Moto a travaillé et travaille toujours avec KTM et donc il y a de l'inspiration WEP. Est-ce que c'est du WEP bas de gamme chinois? Je n'en sais rien. Néanmoins, il y a quand même pas mal de réglages. Alors au niveau de l'arrière, la précharge est mécanique, ça c'est une chose. Vous avez une vis de réglage, une seule, qui est là où il est marqué high and slow, donc dur à mou. Et donc, selon moi, c'est un réglage de compression, ce qui permet donc de durcir. Alors, au niveau de la fourche, précharge du ressort mécanique, bien évidemment, au-dessus. Vous avez, comme je viens de vous l'indiquer, petite croix rouge qui permet de régler le rebond. Donc le rebond, c'est la vitesse de remontée. Et en général, on trouve les réglages de compression souvent dans le bas de la fourche. Une fois de plus, je me suis roulé par terre, j'ai regardé, j'ai jamais trouvé. La seule chose que je me suis dit, ça m'est déjà arrivé, c'est que sur certaines motos, vous devez d'abord enlever l'axe de roue, et c'est seulement une fois que vous avez enlevé l'axe de roue que vous avez accès aux vis qui vous permettent de changer la compression. Alors certes, c'est pas pratique parce qu'il faut à chaque fois enlever la roue, mais je préfère ça à un truc pas pratique que tout simplement rien et pas possible de changer la compression. Alors pas besoin de vous dire que j'avais pas envie de me mettre à démonter la roue aujourd'hui, mais en tout cas il y a du réglage. Mais à vrai dire, en fait, j'ai touché à rien. Et pourtant, c'est ma spécialité. À l'heure actuelle, après une bonne centaine de kilomètres, je n'en ai pas ressenti le besoin. Cette moto est équilibrée. J'avais vu qu'elle plongeait peut-être un peu trop de l'avant dans certaines conditions. Je n'ai rien ressenti de ce style. Moi, je l'ai trouvé très équilibré. J'ai touché à rien. Alors, il est possible qu'une fois de plus, on n'a pas encore fait de virage vraiment rapide et de tout ça avec des gros appuis. Bon, de toute façon, si je le fais, c'est avec mon niveau et je pense que c'est mieux que sur la route, on évite ce genre de choses. Donc pour moi, les suspensions sont vraiment cohérentes. Eh bien, moi, mes conclusions, elles sont plutôt assez bonnes parce que, en fait, je ne lui ai pas trouvé de défaut majeur. On est de nouveau sur une CF Moto, donc c'est une chinoise qui n'en est plus une. Enfin, certains vont hurler, mais bon, c'est comme ça. 6 699 €, kit valise compris. Bon, je pense que tout est dit. Donc, moto, franchement, vraiment agréable, sans vrai défaut. Bon, moi, forcément, je suis un petit peu sur ma faim au niveau des sensations moteurs et au niveau de la puissance. Bon, voilà, chacun son truc. Mais moto, moto, franchement, encore confirmation que CF monte et que c'est une marque qui va compter de plus en plus sur les années à venir. D'ailleurs, on va les suivre tout au long de l'année avec les évolutions de leur gamme proposée en Belgique. Ce fut un plaisir d'essayer cette moto avec vous. J'espère que les infos données correspondent à vos attentes. N'hésitez pas à commenter si vous le désirez. On se retrouve tout de suite pour un nouvel essai. Voyagez avec votre moto. Voyagez avec Bike to Beach. Donc voilà pour cette fameuse CF 700 MT. Alors la gamme CF Moto continue dès le mois prochain, à savoir que Alexandre va essayer le modèle juste au-dessus, donc c'est la CF Moto 800 MT, modèle très intéressant aussi, mais c'est pour le mois prochain. On va maintenant passer aux actus. Alors je vous invite à être attentifs parce que les actus, il y a beaucoup de choses. C'est souvent très intéressant. Alors en fait, c'est tous les communiqués de presse que nous recevons tous les mois. Alors comme on ne peut pas tout développer dans l'émission, eh bien c'est dans les actus et vous verrez que ça vaut la peine. C'est les actus tout de suite.
Et c'est parti pour un petit tour de l'actu en ce mois de mars 2025. Il ne reste plus que quelques jours pour profiter du New Season Kickstarter Check-up pour les clients Royal Enfield. À l'approche du printemps, les clients de Royal Enfield pourront effectuer un check-up gratuit en 30 minutes de leur moto afin d'être prêts pour la nouvelle saison et prendre la route en toute sérénité. Cela comprend un check-up offert de 20 points de contrôle ainsi que la tension et le graissage de la chaîne, une liste de recommandations pour l'entretien du véhicule et l'occasion de découvrir les nouveaux modèles de la marque tels que la Guerilla 450, la Classic 650 et la Bear 650. Si vous possédez une Royal Enfield, dépêchez-vous de contacter votre revendeur afin de profiter de cette offre. Plus d'infos sur le site de Royal Enfield. QJ Motor élargit encore sa gamme dans les catégories Adventure et Super Sport. Les nouveaux modèles dans le segment populaire des motos de moyenne gamme sont très bien équipés, disposent de composants de premier ordre et sont proposés à des prix attrayants. Les SRT 600 SX Touring 700 SX Touring SRK 600 RS et SRK 125R sont désormais disponibles auprès des concessionnaires officiels QJ Motor. En 2025, Mété XP poursuit la célébration du centenaire du Royal Union Motor entre Sambre et Meuse, avec une troisième année riche en événements majeurs. Compétition, rendez-vous incontournables et nouveautés marqueront cette saison avec un temps fort tout particulier, le Mété XP Open Day du 1er mai. Toutes les infos sur le site de Mété XP. Le circuit Zolder déborde de nostalgie et d'adrénaline pendant le Motor Revival Zolder. Le week-end des 21 et 22 juin, le circuit Zolder sera le théâtre d'un événement de sport moto comme jamais auparavant. Motor Revival Zolder apporte un mélange unique de nostalgie, de vitesse pure et d'expérience. Zolder a été choisi pour accueillir un FIM Historic Event, une série internationale créée par la Fédération internationale de motocyclisme dans le cadre de son programme Héritage destiné à protéger et à promouvoir le patrimoine de la compétition motocycliste. L'industrie européenne de la moto avait de fortes inquiétudes concernant le conflit commercial transatlantique qui menaçait de s'aggraver et d'avoir des conséquences considérables sur le marché du deux roues. La Commission européenne envisageait d'imposer une lourde taxe de 50% sur les motos américaines d'une cylindrée supérieure à 500 cm3. Cette mesure devait entrer en vigueur dès le 1er avril. L'Union européenne a reporté à la mi-avril l'application des droits de douane sur les produits américains. Les pays européens ont besoin de plus de temps pour négocier avec le gouvernement américain sur les différends commerciaux. Depuis le 1er janvier 2025, la norme Euro 5+ sur les motos neuves est d'application, ce qui a précipité le consommateur à acheter des motos neuves en fin 2024. Conséquence ? Le marché de la moto neuve est en baisse en ce début d'année avec un recul de près de 25% sur les ventes. Seuls BMW et CF Moto obtiennent des résultats positifs en termes de ventes pour les 2 premiers mois de l'année. Ducati a terminé l'année 2024 avec des résultats financiers qui témoignent de la solidité de son positionnement concurrentiel dans le secteur des deux roues et de l'efficacité des choix stratégiques effectués ces dernières années. Orienté vers le développement d'une gamme de produits qui représente la meilleure fusion de la beauté, de la performance et de la technologie. En effet, pour la 3e année consécutive, Ducati a enregistré des revenus supérieurs à 1 milliard d'euros, un résultat obtenu malgré les défis qui caractérisent l'industrie et l'environnement concurrentiel mondial actuel. À ce propos, Ducati a lancé une édition spéciale collector célébrant la sportivité italienne, numérotée et en édition limitée. 163 unités basées sur la nouvelle Panigale V4S dédicacée par Francesco Bagnaia lui-même, la moto célèbre avec une livrée spéciale le light blue des équipes sportives nationales italiennes, le même que Francesco Bagnaia et le Ducati Lenovo Team ont porté pour triompher au Mugello 2024. Configurée en version de course avec des freins de course Brembo et d'autres caractéristiques exclusive, cette moto est disponible à partir de 85 000 €. Les 163 exemplaires se sont vendus comme des sfogliatelles et donc ont déjà toutes trouvé preneur. C'est tout pour l'actu de ce numéro 78, on se retrouve dès le mois prochain pour toujours plus d'actualités. Voici donc pour les actus. Alors maintenant, on va parler d'un modèle phare qui vient d'être présenté il y a 15 jours. C'est la Yamaha R9 et malheureusement, nous n'avons pas pu y être. Alors c'est un phénomène un petit peu qui n'arrête pas de grandir à notre grand regret. Donc en fait, cette fameuse tendance est en fait à la réduction des journalistes sur présentation.
tout simplement pour des raisons budgétaires. Alors en fait, bon, ben oui, c'est un petit peu crise mondiale, tout le monde se méfie, tout le monde est prudent. Et donc, moi, j'ai connu des présentations où il y avait plus de 100, 120 journalistes qui se suivaient sur 3 groupes. Et aujourd'hui, c'est une journée, un groupe. Et donc, c'est un groupe restreint de journalistes. Et malheureusement, nous n'avons pas été sélectionnés. Nous étions encore considérés comme médias un petit peu trop petits. Donc, on l'a frôlé de peu. Donc, si vous voulez nous aider, si vous voulez nous voir sur toutes les présentations, eh bien, je vous invite à vous abonner, liker, et ça va nous donner un peu plus de poids au niveau des constructeurs. Et cela nous permettra de ne plus rater ces présentations. Je ne vous cache pas que j'aurais bien aimé y être. Néanmoins, on vous présente quand même la moto. Cette présentation a été organisée dans des conditions vraiment catastrophiques et totalement exceptionnelles, puisqu'en fait, tout le groupe s'est retrouvé à Jerez. Et la veille, donc le jour d'arrivée des journalistes, eh bien, il a plu tellement que le circuit de Jerez a été totalement inondé. Il y avait plus d'1 mètre d'eau sur la ligne droite. Et donc, tout le test a été annulé et a été reporté 2 jours après sur le circuit de Séville, qui est un tout nouveau circuit qui vient d'apparaître. Donc un tout nouveau circuit dans le sud de l'Espagne. Alors une fois de plus, toujours avec ces réductions de budget, j'ai eu on avait l'occasion de partir, on a fait un peu le tour du monde en présentation. Aujourd'hui, c'est presque plus que l'Espagne. Et donc, ça donne un petit peu un état économique de la situation qui n'est pas très agréable. Mais bon, c'est quand même une bonne nouvelle. Il y a un nouveau circuit en Espagne et j'espère y rouler assez rapidement. Alors, je vais vous lancer ce sujet que j'ai commenté. Je n'y étais pas, mais j'ai commenté du mieux que j'ai pu ce sujet. J'espère que vous apprécierez. Voici donc la présentation de la Yamaha R9. On va rentrer directement dans le vif du sujet par rapport à cette moto qui est en fait bel et bien une R de chez Yamaha. Donc cette fameuse lignée R, alors il y a la 125, il y a la R3, il y a la R7, maintenant il y a la R9 et il y a la R1, donc il y a vraiment un paquet de R. Je reviens à ma R9 qui, elle, est vraiment en fait cette espèce de sportive de remplacement de ces 2 marchés qui étaient le 600 et le 1000. Au final, donc la R6 n'est plus homologuée. Vous ne pouvez plus l'immatriculer au même titre que la R1 et donc cette R9 vient vraiment sauver la mise sportive Yamaha sur route et ils en ont fait une vraie sportive avec tout ce qu'il faut pour vraiment utiliser cette moto de manière extrêmement sportive sur route et ou sur circuit bien évidemment. On va commencer par le commencement. Je vais commencer par le moteur qui est un 890 cm3. Alors c'est un moteur très connu, c'est le CP3 qui existe depuis des années. C'est un moteur qui a été spécialement développé pour la MT-09. C'est un pur 3 cylindres avec toutes les qualités du 3 cylindres. Et donc c'est quand même un moteur qui développe 119 chevaux. Et cette version de R9, donc, elle hérite de ce moteur exactement comme sur la MT-09. Il n'y a absolument aucune modification. Au niveau du couple, on a 9,5 mètres-kg aux alentours de 7000 tours minute. Et globalement, en fait, on commence à avoir du couple vraiment à partir de 5000 tours minute. Et puis, vous avez à 10 500 tours le rupteur. Et je peux vous assurer qu'entre 5 et 10 500, il se passe des choses. Bien évidemment, c'est la dernière version, c'est un Euro 5 Plus. Alors, c'est un cadre qui a été développé tout particulièrement pour cette moto. C'est un cadre aluminium type diamant. Alors, ils ont associé ça avec un bras oscillant qui ressemble très fort au bras oscillant de la MT-09, sauf qu'apparemment, il est légèrement plus court. Et c'est, évidemment, ça réduit l'empattement de cette moto qui est de 1420 mm. Donc ça en fait une moto un peu plus courte que la MT-09 et donc un peu plus vive. Alors au niveau du bâti arrière, on est aussi sur un bâti arrière boulonné en alu, donc jusque-là rien de particulier. Le réservoir contient 14 litres. Bon, c'est une sportive, ça va être vite mangé. À mon avis, ça va faire 150 km. Bon, au niveau du look, comme je vous l'ai dit, clairement, c'est vraiment une R Yamaha. Elles sont reconnaissables entre toutes et elles sont visuellement très particulières. Alors, la R9 hérite d'aérodynamique. Et on peut le dire, même si en vérité sur la route c'est totalement inutile, ce sont des appendices qui vont commencer à avoir des effets
pour pousser un petit peu sur l'avant, seulement aux alentours de 150-180 km/h. Et donc c'est vraiment exclusivement pour le circuit que ces appendices aérodynamiques ont été créés. De la ligne générale, bon, ben en fait c'est légèrement plus gros qu'une R6, c'est forcément légèrement plus petit qu'une R1. C'est vraiment en fait cette nouvelle génération de motos mid-size qui vient en fait balayer le passé des 600 et des 1000. Alors au niveau des suspensions, on peut noter qu'il y a quand même un équipement vachement costaud. C'est une fourche de 43, donc je pense que c'est la même largeur que sur la R1. On a des éléments full réglables. Alors on reconnaît immédiatement les éléments Kayaba parce qu'en fait tous les réglages sont sur le dessus de la fourche, au-dessus du T de fourche. Donc la précharge, la détente et la compression sont présentes sur chacun des deux canons. Donc ça c'est vraiment reconnaissable et je connais bien ces éléments et ça marche super bien. Au niveau de l'amortisseur, même chose, en fait c'est un amortisseur Kayaba full réglable. Au niveau du freinage, bon ben là c'est du lourd. Vous retrouvez les fameux étriers Stylema, la dernière évolution des étriers sportifs de chez Brembo. Tout ça est couplé à des disques de 320 mm et même chose à l'arrière, un disque de 220 mm qui est pincé. Alors à noter quand même, c'est rare, que toute la partie avant du freinage, donc les durites qui vont à la centrale ABS et puis qui retournent jusqu'au levier de frein, sont en durite aviation. Ça c'est rare et ça dénote, ça ne fait que confirmer vraiment en fait que cette moto est destinée clairement à une utilisation route et piste. Alors au niveau de l'électronique, donc on a du traction control qui est réglable sur 8 niveaux si je me souviens bien. Vous avez du slide control, donc ça c'est le boîtier inertiel qui détecte les glisses et qui les permet jusqu'à un certain nombre de degrés évidemment. Mais il y a un réglage de slide control, vous avez de l'engine brake control, donc la possibilité de gérer le frein moteur, d'en rajouter, d'en diminuer en fonction des circuits, parce que sur la route ça n'a pas d'intérêt. Vous avez du wheelie control, oui ça sur circuit ça a vraiment beaucoup d'intérêt. Vous avez même du brake control, c'est tout simplement une gestion de l'ABS. En fait, c'est pour pouvoir retarder l'ABS, pour aussi sans doute pouvoir couper l'ABS sur la roue arrière, comme ça existe sur beaucoup de modèles. Et donc, c'est vraiment de nouveau un usage piste qui est visé avec ce genre de technologie. Bon, au niveau de l'électronique, vous avez bien évidemment un quick shifter up and down hyper précis et hyper rapide. Au niveau de l'éclairage, tout est full LED. Enfin voilà, au niveau de l'électronique, on est sur le top du top et il n'y a rien à rajouter sur ce genre de moto. Tout ce package est évidemment hyper compétitif. La moto pèse 195 kg tout plein fait et ça c'est super important parce que vous avez 14 litres d'essence et 3,5 litres d'huile, donc faites la déduction. On est sur une moto qui a vraiment un poids sec qui est très très bas et on a surtout une moto qui ne dépasse pas les 200 kg tout plein fait et ça je peux vous assurer que en termes d'agilité ça va se ressentir clairement. Bon, la moto est proposée à 13 999 €. Comme elle est là et bon, bien évidemment pour les pistards vous pouvez aller taper dans le catalogue GYTR qui est une filiale de Yamaha où il y a moyen en fait, de blinder cette moto de pièces et d'en faire une réplique de super sport. Voilà, écoutez, je pense que je vous ai tout dit par rapport à ce modèle. J'espère l'essayer prochainement. Bon, on se retrouve tout de suite pour la suite de l'émission et n'oubliez pas, gaffe sur la route. Donc, eh bien, voilà pour la R9. Alors, c'est une moto que je vais certainement essayer cette année. Elle va forcément rentrer dans les parcs presse qui nous concernent, et donc Yamaha va mettre des R9 à disposition. Alors, j'espère que dans la série des motos de presse, il y aura une R9 avec le système YAMT, cette fameuse boîte automatique qu'on retrouve chez Yamaha, qui est une boîte robotisée hyper sportive que j'ai adorée, que j'ai essayé sur la MT-09 et l'efficacité du système est vraiment bluffante. Alors je pense que c'est un système qui sera forcément interdit en compétition, mais néanmoins
pour juste le plaisir de rouler et pour les gens qui font juste du circuit pour le plaisir, ce système, à mon avis, réserve de très très belles surprises. Donc, si c'est possible, j'essaierai la R9 avec le système YAMT. Alors, on va terminer cette émission doucement, on va passer au bruit de paddock. J'ai le plaisir de les commenter avec mon ami Vincent Longbois, pilote de renom, et on y va tout de suite avec les bruits de paddock. Salut Vincent. Salut Arnaud. Bon alors, beaucoup de gens ne connaissent malheureusement pas encore notre ami Olivier. Ouais. Vincent Longbois. Salut Oli. Moi c'est Vincent. Ça, il faut la garder. Ça va être dans les bêtisiers, ça. Bon, ben en fait, j'ai dit dans le sommaire, je disais un truc, bon, c'est évidemment un caractère humoristique, que tu as eu une carrière aussi chaotique que brillante. Bon, alors, dans un premier temps, déjà pour que le public te découvre, en quelques mots, qui es-tu, mon cher Vincent? Je m'appelle Vincent Longbois, j'ai 34 ans. J'ai fait dans ma carrière, j'ai commencé ma carrière en Stock 600 en 2006, je pense, en championnat d'Europe Stock 600. C'est là que je t'ai rencontré, tu roulais pour MTM en Super Stock 600. C'est ça, ouais. Et ça date déjà. Ouais, ça va faire 20 ans donc. Ouais, ça fait 20 ans. Ouais. Merde. Et donc, là j'ai fait 4 ans en Stock 600, et on a joué le titre la 4e année. Après ça, je devais normalement faire du Moto 2. Avec le team VDS qui arrivait en Moto 2, mais malheureusement ça ne s'est pas bien passé du tout. Et on va dire que ma carrière a été un peu brisée à ce moment-là. Et après, quelques années après, j'ai recommencé en championnat de Belgique, puis championnat international de course sur route que j'ai gagné 2 fois, une fois en 2016 et une fois en 2022, une fois avec BMW en 2016 et 2022, donc avec Yamaha. Et puis ici, j'ai fait pas mal de championnats du monde d'endurance aussi. Et voilà. Bon, ben justement, on va essayer d'un petit peu récapituler ton palmarès. Donc, c'est vrai que je me rappelle, tu jouais le titre chez MTM. Bon, l'époque VDS, bon, ben voilà, on passe. Et puis juste après, c'est vrai qu'il y a eu un petit blanc. Hein. Ouais, je suis resté quelques années sans rouler, 3 ou 4 ans sans rouler, sans toucher une moto. Bon, on roulait un petit peu en championnat, enfin... Ouais, de temps en temps avec des amis, mais on va dire pas vraiment de course à haut niveau, quoi. Enfin, avec Fabien Legrel, entre guillemets, et tout ça. Mais c'était à chaque fois des épisodes, c'était jamais du permanent, quoi. C'est ça. Et quoi, donc ton palmarès, donc, champion IRC 2 fois. Ouais, c'est ça. Donc IRC, pour ceux qui l'ignorent, c'est donc... L'International Road Racing, donc c'est tout ce qui est les courses sur route dans les villes. Un peu, c'est des petits Hildeman, quoi. Voilà. Donc il aime bien les risques, vous l'aurez compris, puisqu'il aime les courses dangereuses. D'ailleurs, je continue à t'appeler le roi de Chimay. Même si tu penses être détrôné, mais tu restes... J'ai été détrôné par Comgenen qui a fait la saison dernière, je pense, ou il y a 2 ans, qui a battu mon record. Et c'est le premier depuis, je pense, à peu près 7 ans qui arrive à battre mon record. Et ton record, il correspond à quoi? Le record du tour, je ne saurais plus dire c'est quoi. Ah, tu parles du record du cours. Du tour. Ouais. Mais ce n'est pas le retour, pas le record de victoire. Non, le record de victoire, ça je ne sais pas, mais c'est peut-être bien possible. Et toi, tu l'as gagné combien de fois? 6 ou 7 fois, je pense. Ouais. Donc gagner 6 ou 7 fois à Chimay, je peux vous assurer qu'il faut mettre gaz et il faut les avoir bien accrochés. Et en plus, sur plusieurs marques. Donc c'est vrai qu'à un moment, tu as brillé avec BMW. Voilà. Tu es passé chez Yamaha. C'est ça, oui. Bon, l'année passée, je t'ai retrouvé aux 8 heures. Ça faisait 15 jours que tu savais que tu allais rouler. Oui, c'est ça, donc sur Kawasaki. Les 8 heures de Spa l'année passée. D'ailleurs, si vous regardez le reportage qu'on avait fait l'année passée, eh bien, il y a l'interview de notre cher ami Olivier. Oui. Et en plus, vous avez fait une très belle course l'année passée aux 8 heures. Hein. Oui, l'année passée, on a bien roulé, on a réussi à bien contenir tout ça et à remonter pas mal parce qu'on a eu évidemment des pépins, comme un peu à chaque fois, les courses d'endurance, ça laisse des surprises. Oui. Mais malgré tout, voilà, on a fait une belle course et on a surmonté, je pense qu'on finit 6e ou 7e l'année passée. Oui. Et je ne dis pas de bêtises en disant que tu as à nouveau été invité un peu last minute aux 6 heures, que tu as gagné. C'est ça, oui.
J'ai été invité en gros pour remplacer comme Guénon qui justement s'était blessé à une course. Ça s'est fait je crois une semaine avant la course. C'est un peu l'histoire de ta vie, ça, ouais, non? c'est ça, ouais. Et ben voilà, sur une bonne moto avec le team MRP BMW. Effectivement, on est arrivé, on a fait la pole et on a gagné la course sans trop de soucis. Ça a été On appelle ça comment? un week-end parfait. La classe. Ouais. Veni, Vidi, Vici. Vici. Ouais. Bon, et à propos de cette année, qu'est-ce qui t'attend? Alors j'ai des projets cette année. Les 6 heures de Spa en feront partie. Il y a des projets en endurance. Tu sais que je vais rouler aussi aux 6 heures. Ouais. Il va falloir se méfier quand même. Je ferai attention à toi, je te dirai bonjour. Voilà, maintenant ça reste encore, c'est pas encore 100% officiel, donc voilà, je peux pas trop m'étaler sur le sujet. Mais il y a Bon, quelque mais tu as chose quand même un encore. programme, et cette année, c'est pas la semaine d'avant qu'on t'appelle. Non, voilà, pour Voilà. une fois, c'est Ouais. c'est un peu plus à l'avance. Et comme c'est un peu plus à l'avance, c'est un peu plus secret, ça se met en place et donc on peut pas tout dire. Voilà, c'est ça, ouais. Voilà. Enfin bref, tu as un programme pour cette année. Ouais, c'est ça. Bon, excellente nouvelle, on te verra. Ouais. Et je pense qu'on aura certainement l'occasion de te réinterviewer, Sûrement, ouais. sans doute plus brièvement. Bon, ben écoute, si tu le permets, on est ici pour les bruits de paddock. Donc les bruits de paddock, eh bien, c'est tout simplement, on va parler des championnats du monde. Alors je sais que tu regardes absolument toutes les courses de toutes les catégories, c'est bien ça que tu m'as dit? C'est ça, ouais. Oui. Et donc c'est toi qui va commenter. On va commencer par le Moto 3 pour voir quel est ton niveau de connaissance au niveau international. Ah, Donc On a gagné. Bon, trêve de plaisanterie, on va parler du Superbike. Bon, alors Ouais. ça, je sais justement que c'est un petit peu une lacune que tu as, Ouais. donc tu ne suis pas trop. Bon, alors en Superbike, alors comme vous, si vous êtes intéressé à la course, en Superbike, la première manche a eu lieu en Australie il y a 3 semaines. Ok. C'est ça. Alors, qu'est-ce qui se passe en Superbike? Eh bien, en fait, en Superbike, il y a un changement de règlement qui est vraiment conséquent, à savoir qu'il a une influence directe sur, eh bien, notamment sur eh bien, les performances de la BMW de Toprak Razgatlıoğlu, qui a dominé le championnat l'année passée d'une manière complètement insolente. Et cette année, bon, alors malheureusement, il s'est blessé pendant l'hiver. Il est arrivé pas en forme en Australie. Son cadre, son châssis a changé et ils ont dû mettre un châssis différent parce que le châssis avec lequel il roulait l'année dernière était un châssis qu'on appelle un châssis super concession. Ça veut dire que comme BM n'avait jamais gagné, eh bien, ils avaient la possibilité de travailler sur le châssis d'une manière qui n'était pas autorisée pour les teams qui sont devant. Ouais. Et donc il a gagné avec ce châssis et ce châssis on lui a enlevé parce qu'ils ont perdu leur super concession puisqu'ils sont champions du monde. Et du coup, ben, en fait, ils rament. Alors, en fait, qu'est-ce qu'on peut noter au niveau du Superbike? C'est que Boulega a gagné les 3 courses. Okay, donc alors déjà, Boulega, l'année passée, était hyper compétitif. Il était champion du monde en titre Super Sport, Ducati, et il est arrivé et il a directement roulé devant Bautista. Alors, qu'est-ce qu'on peut noter cette année au niveau Superbike? Eh bien, en fait, si je prends tout simplement le classement, alors tenez-vous bien, donc Boulega est en tête du championnat, Bautista deuxième, parce que Bautista, justement, avec ce changement de règlement, en fait, lui, il retrouve des sensations et il est plutôt pas mal. Alors, on a Yannon qui est troisième du championnat. Alors, c'est quand même chapeau, après 4 ans d'arrêt, Ouais, voilà. Ouais, faut le faire. Danilo Petrucci, quatrième. Et Scott Redding, 5e. Ouais. Donc, le top 5 est composé de combien de Ducati? 5. 5. Donc 5 Ducati. Et alors, on a le premier pilote non Ducati qui est Locatelli sur la Yamaha. Alors, Jonathan Rea s'est fait très mal et il va rater. D'ailleurs, il va être remplacé par... non, ça vient d'être changé parce que Augusto Fernandez va rouler en GP. Ouais. En fait, le week-end qui vient, il va y avoir le MotoGP qui va avoir lieu sur le circuit des Amériques. Ouais. Et ce week-end, on aura aussi eh bien, le Superbike qui va rouler à Portimao, si je ne dis pas. Ouais, Portimao. Donc, week-end extrêmement chargé le week-end prochain. Et donc, Locatelli, Sam Lowe et en fait, Toprak Razgatlıoğlu qui a vraiment souffert en Australie. On l'a même retrouvé, alors moi, c'est une image qui m'a franchement marqué, c'est qu'en fin de course de sprint, il s'est retrouvé en pleurs dans les bras de ses mécanos. Alors c'est quand même un grand champion, je sais qu'il a souffert, mais de là en arriver à pleurer dans le parc fermé, voilà. C'est triste quand on sait qu'on a tout pour gagner, mais que ça ne fonctionne pas. Donc je pense que tous les pilotes ont déjà connu ça. Et je pense qu'il n'y a rien de plus frustrant que de savoir qu'on pourrait être devant, mais que malheureusement pour un règlement ou quelque chose, on n'y arrive pas, quoi. Ouais.
Bon, ben, clairement, on lui a piqué, le règlement a changé, donc c'est comme ça, point à la ligne. Bon, ben, évidemment, les Ducati sont forts devant, Yamaha revient, Honda pas terrible. Enfin bon, de toute façon, c'est un peu comme en GP, c'est Ducati qui domine. Ouais. Alors, tu as quelque chose à rajouter par rapport au Superbike ? Non, c'est très bien résumé. Tant mieux. Bonne chose. Bon, je ne parle pas tous les autres, ça va être trop long. Bon, quand même, juste un dernier petit détail, parce que ça, c'est important. Donc, l'équipe Kawasaki officielle roule avec des châssis Bimota. Ah oui. Ouais. Et donc, le châssis Bimota a l'air quand même bien né, les motos sont superbes. Et alors, c'est assez drôle, parce qu'en fait, l'usine, enfin, donc l'équipe officielle Kawa roule avec du Bimota, alors que tous les autres teams Kawa roulent avec une Kawa, avec châssis Kawa et tout ça. Bon, mais en attendant, le châssis a l'air bien né et ça, c'est super. Alors, on va parler maintenant du super sport. Alors ça, moi, j'en parle beaucoup parce que les gens n'en parlent pas assez, selon moi. C'est vraiment une révolution au niveau super sport, puisqu'en fait, les 600 ont été remplacés par ce qu'on appelle les sportives New Generation. Ça veut dire des sportives de mid-size, donc qui sont aux alentours entre 700, 800, 900 cm3. Donc, on a la Panigale V2. Qui a roulé fort. Alors, on en parle dans l'émission, il y a la R9. Alors, la R9, Manzi a gagné la première course. Ça veut dire que la R9, pour sa première course, a gagné d'ores et déjà. Elle est bien née. Elle est bien née, effectivement. Et alors, assez étonnant, eh bien, en fait, Stefano Manzi qui a gagné la première course et Tom Bouthamos qui a gagné sur Triumph. Et ils sont à égalité de points, à 45 points. Donc, on a actuellement une Triumph qui est en tête du championnat. Après, on est sur une Yamaha. Et puis arrive toute cette série de V2 qui est en fait la V2 ancienne génération parce qu'ils n'ont pas eu le temps de l'homologuer pour pouvoir la faire courir cette année. Et donc, rappelons-nous que l'ancienne V2 était annoncée pour 150 chevaux. La nouvelle ne fait que 120, mais elle a perdu à peu près 17 kilos. Et donc, je pense qu'ils ont réduit cette cylindrée pour justement s'aligner avec les autres à cylindrée égale, puisque maintenant c'est un 890, et la puissance annoncée de la moto est de 120 chevaux, au même titre que la R9. Et donc je pense que la Ducati, la nouvelle, n'aura plus les restrictions que la V2 a actuellement, parce que comme la V2 est entre guillemets trop puissante, elle est bridée. Donc moi je trouve que c'est un excellent championnat, que je trouve superbe, et surtout c'est le championnat où on retrouve toutes ces nouvelles motos, qui remplace les anciennes 600, et ça je trouve très, très intéressant. Alors il y a Bo Bendsneyder, il y a Oliver Bayliss qui est quatrième, c'est le fils de Troy. Alcoba, il y a Lucas Mayas, français, qui est sixième, aussi sur R9, et donc il y a malheureusement pas de Belge dans ces championnats, et il y a aussi Valentin de Bise, le français, et qui lui est passé d'une R6, et lui maintenant il roule avec une V2. Donc c'est la bagarre, super bagarre, c'est des très très belles courses parce que justement tous ces nouveaux acteurs arrivent, se disputent et ça fait des très très belles courses. C'est l'occasion de redistribuer les cartes, tout le monde part sur des nouvelles motos et ça crée toujours des belles courses. Ouais. Donc franchement, moi je trouve que c'est un championnat absolument génial à regarder et je vous invite à en faire de même. Bon, on va parler MotoGP, enfin on va parler de la catégorie GP, donc ça veut dire Moto 3. Alors en Moto 3, effectivement, c'est vrai que même moi je les regarde toutes. Et cette année, je suis un peu bousculé parce qu'il y a des noms qui volent de partout. Alors c'est tous les talents émergents. Il faut se rendre compte que le championnat junior MotoGP, qui est en fait un championnat d'Europe, qui est l'ancien championnat d'Espagne, qui était un championnat d'Europe, est devenu le championnat du monde junior. Et donc, ça veut dire que toutes les équipes en GP ont des teams en junior GP, et tous ces quêtes qui passent de l'inconnu fini arrivent en Moto 3, et forcément, et ce sont tous les talents émergents. Donc c'est pour ça que je regarde, parce que tu vois, en regardant le Moto 3, tu peux un peu regarder l'avenir. Alors il faut commencer à regarder dès le début, parce qu'en fait, il faut bien regarder les grilles, les prénoms et tout ça, parce que les couleurs changent, les cases changent. En fait, t'es perdu, et donc c'est vrai que pour suivre le Moto 3, il faut un peu s'y intéresser. Alors on peut noter qu'il y a eu 2 GP déjà, donc il y a eu le GP en Thaïlande, il y a eu le GP en Argentine. Ok. Donc on retrouve en tête du championnat le jeune Rueda, qui est évidemment sur Red Bull KTM Ajo. Enfin je dis évidemment parce qu'en fait Red Bull, KTM et Ajo, c'est 3 noms. Combo gagnant. Ouais, je veux dire, ça c'est vraiment dans les petites catégories. Alors en plus, Aki Ajo est devenu directeur de l'équipe MotoGP chez KTM.
Donc aujourd'hui, Aki Ajo, c'est vraiment le gars qui manage KTM sur toutes les catégories. Et c'est vraiment un team. D'ailleurs, Barry Baltus est passé par ce team en Junior GP, justement. J'avais été le voir à Estoril à l'époque. Alors, on a Fernandez. Alors, c'est comique parce que c'est un Augusto Fernandez. Alors, il y en a plusieurs. Hein. On a ce... Voilà. C'est un tout jeune, c'est un petit. C'est pas le grand qu'on connaît, qui roule en MotoGP, qui roule toujours et qui va rouler ce week-end, d'ailleurs, en remplacement de... Qui s'est fait mal chez Yam en MotoGP? Je sais pas. Je sais plus non plus. Je sais plus non plus. Bon, tu couperas. C'est pratique. Ça. Bon. Alors, il y a Piqueras, Bertel, Carpe, Nepa, Almanza. Celui-là, il faut le surveiller. Foggia, bah, lui, c'est un vieux de la vieille. Il y en a parfois qui n'arrivent pas. Bon, voilà. Il y en a qui passent jamais le cap. Hein. Oui, effectivement. Foggia, donc on vient d'en parler. Lunetta. Alors, Lunetta, c'est un jeune espoir italien. Alors ça fait du bien parce que forcément, de nouveau, comme en fait ce championnat d'Espagne, enfin ce championnat junior GP est quand même espagnol, et donc ça veut dire qu'il y a quand même encore beaucoup d'Espagnols qui débarquent, et ça c'est un peu pénible, mais voilà, on a quand même encore des Japonais, Furasato et tout ça, donc des courses qui sont toujours hyper disputées. C'est quand même incroyable. Alors, regardez les 5 derniers tours. Alors, si vous ne regardez pas le Moto3, mais que vous dites, tiens, je voudrais juste jeter un œil, regardez les 5 derniers tours. C'est juste génial. C'est tout simplement impossible de savoir qui va gagner la plupart du temps. Oui, mais ça, les petites catégories comme ça, où il n'y a pas beaucoup de puissance, c'est toujours... Les phénomènes d'aspiration sont énormes en Moto3. Et donc, en fait, parfois, il vaut mieux être deuxième avant le dernier virage. Souvent, si tu veux gagner la course. Donc c'est une stratégie qui est vraiment très particulière et ça fait grandir les petits jeunes. Alors en Moto 2, on va commencer par notre cher ami Barry, qui fait quand même des débuts que je vais qualifier de tonitruants parce que il a quand même fait 6e à la première, 12 à la deuxième. Alors c'est vrai qu'on aurait essayé, on aurait aimé le garder dans le top 10, mais enfin bon, voilà, Rome ne s'est pas fait en un jour, n'est-ce pas? Non, bon, c'est sûr. Il vient d'arriver, il est sur sa Calec 2025, et donc le week-end prochain, on va voir un petit peu ce que ça donne. Mais on peut d'ores et déjà dire que Barry est dans une équipe vraiment exceptionnelle, donc c'est l'ancienne, c'est Fantic, Moto 2 Racing Team, mais c'est l'ancien team VR46, donc en fait toute la structure est une structure solide avec des gens extrêmement compétents et ça se ressent immédiatement au niveau des résultats, puisque lui et Canet, alors Canet a réussi à sortir un petit peu sa carte du jeu en Argentine, il a quand même été chercher limite le podium, je crois qu'il était 4e ou 5e, en partant mal. Barry a un peu plus souffert, mais en tout cas il a les outils pour aller se battre devant. Ouais, c'est un tout, hein. J'ai discuté un peu avec lui, je l'ai vu il y a quoi, c'était avant le premier Grand Prix. Et il me disait que le team, le professionnalisme du team, tout ce qui était mis en place pour qu'il soit devant, ça n'avait rien à voir avec les teams qu'il a connus auparavant. Et et ça se voit directement au résultat. Moi, j'ai toujours été partisan de dire du jour au lendemain, on peut être un bon ou un mauvais pilote. Après, il faut un certain talent, évidemment, dès le départ, mais quelqu'un qui est bon ne devient pas mauvais du jour au lendemain. C'est que la moto ne lui convient pas ou que le team n'est pas à hauteur de ce qu'il peut faire. Et ici, on le voit encore avec Barry. Je pense qu'il est dans une bonne équipe, qu'il est bien suivi, et puis on le voit directement, les résultats sont directement beaucoup mieux. Et je pense que courant de la saison, à mon avis, on risque d'avoir des belles surprises. J'espère, on croise les doigts, on touche du bois et bien évidemment, on lui souhaite le meilleur et les meilleurs résultats. On fera la fête, ce sera une occasion de... Ce sera une occasion de plus pour faire la fête. Occasion de plus pour faire la fête. Sinon, en Moto 2, c'est Gonzalez qui est en tête du championnat. Ouais. Ça, c'est aussi un petit jeune qui marche fort. Ouais. Alors, Jake Dixon, qu'on avait rencontré à la présentation Marc VDS, qui a été faite du côté de Liège, et donc il était présent avec son coéquipier Philippe Salach. Ouais. Et donc ils sont dans le team Marc VDS, qui a toujours été aussi un team exceptionnel. Ils ont déjà plusieurs titres en Moto 2. Hein. Ouais. Et donc globalement, c'est sûr que Dixon, c'est un bon client. Hein. Le gars. D'ailleurs, la manière dont il a géré sa course en Argentine est assez étonnante parce qu'il l'a mené de main de maître du début à la fin. Il a fait un GP exceptionnel et on sent aussi que cette structure de team permet à des gens de s'exprimer et d'aller plus loin. Et c'est pour ça que je pense que dans toutes les interviews, on dit toujours merci, c'est mon team, c'est mon team.
Ben, c'est vrai, c'est pas que du marketing. En fait, sans eux, tu ne sais rien faire. Et en fait, c'est l'équipe qui te fait la machine. Et donc, si la machine est bonne, ben, tu gagnes grâce à eux. Enfin, c'est un combo, quoi. Ouais, chaque personne amène sa pierre à l'édifice. Une victoire, c'est le travail de tout le monde. Et s'il y en a un dans la chaîne qui ne fait pas son travail comme il faut, qui n'est pas motivé, ben, on n'aura jamais de victoire. Ouais. Bon, alors, pour petit rappel, pour rebondir sur ce que tu disais par rapport aux petites catégories, alors il y en a qui passent jamais. Alors pour moi, il y a un exemple qui est assez marquant, c'est l'exemple de Quartararo, qui a en fait gagné 2 fois le championnat junior GP, qui a été reconnu là-bas en disant ça, c'est la nouvelle star. Il est passé par le Moto 3, on ne l'a pas vu. Il est passé par le Moto 2, on ne l'a pas vu. Presque aux abonnés absents, quoi. On l'a vu à partir du moment où on a voulu l'envoyer en MotoGP. Oui, mais il est arrivé en MotoGP, il a tout explosé. Donc ça veut dire qu'il faut aussi bien se rendre compte que certains types de pilotage ou certains talents, en fait, ont besoin de maturité et parfois de types de machines différents pour briller. Raison pour laquelle, en fait, certaines catégories ne correspondent pas à d'autres. Raison aussi pour laquelle Barry a fait un passage éclair en Moto 3, parce que son gabarit n'était pas bon et que ça ne servait à rien de le maintenir en Moto 3, quoi. Donc, Canet qui est 3e au championnat, Ramirez, Algua, Vietti. Alors Vietti, c'est quand même un gros client, un Italien de la VR46. On en attend beaucoup. Alors en fait, il fait un peu une carrière en demi-saison, un petit peu comme Boulega l'a fait. Boulega est parti en super sport, il a tout explosé et maintenant il domine. Donc une fois de plus, ça ne fait que renforcer ce que je viens de dire par rapport aux catégories. Mais Vietti, franchement, il a le potentiel pour gagner en Moto 2. Il a déjà gagné en Moto 2. Et il est aussi dans un team qui va lui permettre de gagner, à savoir qu'il est dans un très bon team. Et il roule avec un châssis Bosco-Scuro, alors que la plupart des autres teams roulent avec le châssis Kalex, comme Barry. Eh bien, Barry est quand même en 7e position du championnat. Pourvu que ça dure, on a Lopez, et alors il y en a un qui est en 10e position, qui m'étonne beaucoup, c'est le Brésilien Moreira, qui est pour moi une star montante. Voilà. Bon, Albert Arenas, Darin Binder, enfin voilà, tout ça, j'ai cité les principaux. Vivement la prochaine course. On va terminer bien évidemment par le MotoGP. Et là, je ne vais rien dire, parce que je vais d'abord t'écouter, pour savoir ce que tu penses à blanc. Tu vois, je te lance sur rien. Vas-y, dis-moi ce que tu penses. Je pense que cette saison en MotoGP reflète ce que moi je pense depuis quelques années. C'est qu'on a le retour d'un Marquez qui a attendu, qui a su faire preuve de patience. Qui a su faire et souffert. Ouais, dans tous les sens du terme. Et là, maintenant, il sait qu'il est sur la bonne moto. Il a compris l'année passée comment ça fonctionnait. Et cette année, à armes égales, pour le moment, il n'en est pas de plus d'un. Je pense que même dans son équipe, les ingénieurs doivent être, à mon avis, sur le cul. Et donc voilà, pour moi, on a un retour à la normale de ce qui aurait dû être. Alors, en fait, c'est l'histoire. Ça s'appelle la vie. Alors, ce qui est étonnant, enfin oui, c'est vrai que Marquez, globalement, il a tout gagné. Bon, voilà, c'est aussi simple que ça. Il a gagné toutes les courses et avec souvent son frère à son cul. Ouais. D'ailleurs, son frère est en train un petit peu exciter le team officiel, parce que Bagnaia est difficile à le suivre. Et Bagnaia, lui, parle de vouloir revenir sur la 24. Avec laquelle roule Alex Marquez, et Marc, lui, roule avec la 2025 en l'état. Et alors, ça c'est une petite anecdote, mais il se dit que, l'année passée, alors chez Ducati, ils ont cette fameuse politique de partage des datas. Ouais. Et cette politique est toujours d'application, et ils se sont rendus compte que, alors que notre ami Martin, dont le championnat est complètement plié, puisqu'il va encore gagner, il va encore rater la prochaine. Donc Jorge Martin va rouler sur Aprilia. En fait, il va monter dessus. En fait, il a fait 3 tours en début de saison. Il a fait 3 tours, il s'est cassé la gueule. Il rate tous les essais et il rate 3 courses. Donc, championnat terminé. Ouais. Bien sûr, et j'espère qu'on le verra faire des coups d'éclat au même titre que Bezzecchi, qui a brillé avec l'Aprilia. Exact. Sauf qu'il a fait un tout droit et il a été faire un strike au bout de la ligne droite en Argentine, ce qui a un petit peu forcément ruiné son GP, et il a failli ruiner le GP de Quartararo par la même occasion, qui n'est pas tombé heureusement. Effectivement, qu'est-ce qu'on peut dire ? Globalement, les Ducati sont dans le coup plus que dans le coup.
Marquez domine avec une GP25 que les autres n'ont pas encore réussi vraiment à dominer, à savoir que l'autre qui roule avec la 25, c'est Bagnaia, et vous avez aussi Di Giannantonio, qui est dans la VR46 et qui roule aussi avec une GP25. Ouais. Alors, de manière assez normale, on s'attendait, et c'est toujours le cas en début de saison, en général, la nouvelle a besoin de 2-3 courses de développement avant de rattraper l'ancienne qui est complètement développée. Donc, de manière, selon moi, évidente, les GP25 vont grimper. Par contre, le mauvais signe, c'est Bagnaia qui, lui, veut revenir en arrière et qui veut rouler avec la GP24. Bon, c'est malheureusement déjà aussi un peu un signe de faiblesse, de vouloir revenir à l'ancienne. Et je pense que dans la tête de Bagnaia, que j'adore et qui est à chaque fois je le lis, il est d'une classe incroyable ce type. Mais il souffre et je me demande s'il va trouver une solution. J'ai l'impression qu'il ne va pas en trouver parce qu'en fait, c'est pas qu'il doit trouver une solution, c'est qu'il faudrait que Marquez roule dans un autre championnat. Ouais, je pense que Bagnaia doit travailler beaucoup sur son psychologique. Je pense que Marquez, ayant été vite directement aux essais avec la moto, directement le plus rapide, je pense qu'inconsciemment ça met un coup au moral et qu'on cherche des solutions. Alors, comme sur le sujet des datas, apparemment, Martin se plaignait, alors c'est des bruits de paddock, se plaignait que Bagnaia regardait toujours ses datas et qu'il les copiait. Bon, alors c'est du blabla mais il est évident qu'il s'observe et ceci. Et apparemment, d'après ce que j'ai lu, les données de Marquez, ils les ont, mais par contre, ils ne savent pas comment il fait. Voilà. Et c'est ça qui fait tout le charme, pour ceux qui l'adorent, de Marquez. En fait, c'est un monstre. Ce type est un monstre. Et je pense que cette année, à mon avis, c'est quasiment plié. Et je pense que là, il est parti. Bon, je pense, alors moi, grand fan de Valentino, j'aimais pas Marquez au début parce que je le trouvais insolent, trop jeune et tout ça. Je trouve que toute cette phase où il a souffert, quitté Honda, passé dans une équipe où il était quasiment pas payé, enfin, il n'avait pas besoin, mais bon, il a quand même abandonné une équipe officielle pour aller se risquer dans une équipe privée, en espérant choper le guidon. Bon, il l'a eu, il a fait tout ce qu'il fallait pour l'avoir, mais ça a été quand même un parcours du combattant, et c'est rien de le dire, parce qu'il a été blessé d'une manière incroyable. Marquez, c'est un des rares pilotes, enfin des rares pilotes non, mais je veux dire un des rares, je pense que c'est le pilote qui, s'il ne sait pas gagner, il ne va pas rester à rouler. C'est un pilote qui roule pour gagner, et il n'y a que la victoire qui l'intéresse. Il préfère tomber que de gagner, que de ne pas gagner. Et d'ailleurs, c'est pas compliqué, il gagne ou il tombe. Ouais, mais c'est ça, c'est comme on disait chez nous, la pôle ou le CHU. Quoi. La pôle ou le CHU. C'est la rage de mais je crois qu'on a beaucoup de Français qui nous voient, le CHU, ça se dit en France aussi, le CHU? Je ne sais pas. Ouais. Hein, oui. Ok. Bon, MotoGP, donc, rapidement, donc Marquez en tête, Bagnaia, Morbidelli, qui fait un début de saison, qui, après près de 1000 jours, a remonté sur le podium. Ça faisait 3 ans qu'il n'était pas monté sur le podium, donc ça fait plaisir de le voir. Il a failli plus jamais rouler en GP. Zarco, qui lui est éblouissant sur la Honda. Sur la Honda, ouais. Il a un talent fou. Enfin, ça, on le sait, on l'a toujours su. Di Giannantonio. Alors avant, c'était Toprak qui me posait des problèmes, c'est lui. C'est Di Giannantonio. Bon, lui, il revient de blessure, il a été blessé gravement, il a raté les dernières courses l'année passée. C'est l'épaule, donc c'est toujours délicat, surtout quand tu retombes dessus. Alors, un dont on ne peut pas ne pas parler, c'est Ogura. Ouais. Ogura, juste exceptionnel. Ce qu'il fait, c'est magnifique. Tu penses quoi de notre ami Ogura ? Ouais, je pense que c'est à surveiller parce qu'il a directement sur la MotoGP, il est dans le coup, donc c'est à surveiller. Et en plus de ça, il est dans un team satellite, semi-officiel. Il arrive et il est top 10 tout le temps, voire top 5 aux essais. Oui, c'est vraiment bien adapté à la MotoGP directement, et à mon avis. Et ça fait du bien d'avoir un Japonais, aux avant-postes, parce que pour moi, il n'y en avait plus réellement depuis Daijiro Kato. Qui malheureusement est décédé dramatiquement au Japon, je crois d'ailleurs, il est mort. Oui, il me semble. À la maison, le pauvre. Bon, et donc Ogura qui est vraiment fabuleux. Alors, c'est quand même assez incroyable que Ogura est 8e au championnat. Bon, évidemment, Bezzecchi, avec la bourde qu'il a fait sur la précédente, il est 9e. Et on a Pedro Acosta en 10e position, et donc ça nous donne l'occasion de parler d'un peu KTM.
que tout le monde a enterré cet hiver en disant KTM c'est fini, KTM c'est fini. Bon, moi personnellement, quand on est un petit peu dans les petits papiers, quand on est dans le journalisme, on sait que c'est pas fini. On sait que des solutions vont être trouvées, on sait que c'est des groupes qui fusionnent, qui vendent, qui font faillite et que des solutions vont être trouvées. Tu plantes pas un truc comme ça. Et donc, bon, on peut quand même constater qu'il y a un manque de développement sur la KTM parce qu'elle n'est pas à la hauteur. Bon, en même temps, elle n'est pas à la rue totale, quoi. Non. Acosta, malgré tout, bon, il a aussi fait des bourdes, hein, mais bon, maintenant il est officiel, il aimerait pousser plus, mais je crois qu'il n'a pas le matériel pour, quoi, tout simplement. Non, le problème en MotoGP, c'est que être à la rue en MotoGP, c'est être à 3/10 du premier. Donc, oui, c'est affolant. 3/10 de seconde, c'est rien du tout. Donc, oui, ça c'est vrai que ces dernières années, enfin depuis 15-20 ans, en fait, les écarts entre pilotes n'arrêtent pas de diminuer et ça devient vraiment inquiétant. Je regardais, c'est en Moto2, je crois que je regardais Barry, je crois qu'il était au-delà de la 10e place et je crois qu'il avait 4 dixièmes de retard. C'est ça. 4 dixièmes de retard sur 10 positions. Alors 4 dixièmes de seconde, il faut rouler sur circuit et comprendre ce que c'est 4 dixièmes pour se rendre compte qu'il y a moyen de mettre 10 pilotes dedans et pour aller trouver un dixième, c'est chaud. Bah, c'est la précision maximale. Hein, ouais, c'est assez délirant. C'est le top niveau, quoi. Donc voilà, alors Luca Marini, étonnamment, en 12e position, ça c'est aussi un pilote que j'aime beaucoup, parce que c'est un pilote qui travaille dans l'ombre, c'est un pilote extrêmement intelligent, ça a été confirmé de multiples fois, et c'est d'ailleurs pour ça qu'ils l'ont pris chez Honda. Mais il y a un gros sujet chaud pour le moment. Alors il y a une guéguerre, alors c'est étonnant de sa part, parce que justement Toprak Razgatlioglu, qui est plutôt un type extrêmement sympathique, qui s'entend avec tout le monde, et bien il y a une petite guéguerre sur Twitter et tout ça, enfin sur X. Oui, parce qu'en fait, si tu veux, la Honda commence à aller mieux. Razgatlioglu voudrait arriver l'année prochaine en MotoGP, et en fait, pratiquement tout le monde est signé pour 2 ans, sauf Marini. Et donc, ça voudrait dire que Honda pourrait se séparer de Marini pour mettre Toprak à sa place. Bon, évidemment, Marini voudrait rester. Hein. En plus, je crois qu'il le mérite. Bon, enfin, moi, je persiste à penser que c'est un travailleur de l'ombre qui peut briller une fois qu'il aura la bonne moto, comme il l'a fait avec la Ducati, parce qu'il a su briller avec la Ducati aussi. Donc, voilà. Moi, je trouve que c'est un pilote... Pour Toprak, aller trop vite en MotoGP, si c'est pas sur une bonne moto, ça ne sert à rien. Il est mieux de rester en Superbike. Oui, mais en fait, c'est maintenant ou jamais. C'est qu'il peut plus. Si tu veux, c'est ou bien il y va tout de suite. À l'âge qu'il a, c'est fini, quoi, tu vois. C'est un peu comme un Roberts en Moto2. Il y a 3 ans ou 4 ans, on lui propose un guidon Aprilia juste avant que l'Aprilia commence à aller bien. Il refuse. Donc, Roberts pourrait être en MotoGP aujourd'hui. Il refuse l'offre Aprilia parce qu'il trouve que l'Aprilia n'est pas assez bonne. Et puis pour finir, Roberts, je crois qu'on ne le verra jamais en MotoGP. Enfin, ou bien on va lui coller une étiquette États-Unis juste pour faire de l'audimat aux États-Unis. Et en plus, c'est Liberty Media qui rachète. Donc ça veut dire que les États-Unis veulent être mis en avant. Et on n'a pas de pilote américain. Bon, malheureusement, je suis obligé de parler de Chantra, qui en fait le dit lui-même, je n'ai pas vraiment ma place ici. Et bon, c'est vrai que malheureusement, parfois, il y a des pilotes qui sont un petit peu catapultés parce que c'est du média, c'est du marketing, il faut mettre des pilotes internationaux. Et c'est vrai que Chantra, c'est le plus souriant de tout le paddock, ça c'est sûr. C'est un type charmant, mais c'est vrai que sa place n'était pas vraiment méritée. Et en fait, sa place, il la doit tout simplement à sa nationalité, qui associe en fait toute l'Asie du Sud-Est. Donc il y a l'Indonésie, c'est un pays où, moi je me rappelle, pour y avoir été, on me réveillait la nuit pour regarder le MotoGP, c'est des malades en Indonésie. Enfin bref, et voilà. Mais ça veut dire que Robert, oui, peut-être qu'il montera, mais à mon avis, s'il monte, ce sera plus pour des raisons marketing et intérêts internationaux qu'autre chose. C'est ce qui nous fait défaut en Belgique. C'est pas pour des raisons marketing, on n'est pas très intéressant. Non, surtout si tu es francophone. Oui, c'est ça. Merci. Voilà. Bon, écoute, je pense qu'on a fait le tour. En MotoGP, on va regarder le GP qui a lieu ce week-end. Ça va être super intéressant. Moi, je vais avoir un week-end un peu chargé parce que j'ai pas moins de... j'ai quand même... alors, en Superbike, il y en a 3. En Supersport, il y en a 2. Ça fait 5. Il y a aussi, normalement, les femmes qui vont rouler avec la fameuse coupe, le nouveau championnat du monde des femmes, qui est super à regarder. Franchement, les courses, elles sont disputées. Je peux dire qu'elles s'arrachent les cheveux. Hein. Ça ne m'étonne pas vraiment. C'est vraiment violent. Et le niveau est vachement élevé. Et donc après, je vais avoir le GP. Donc le GP, il y en a 2. Moto 2, Moto 3, Moto I, je crois qu'il n'y a pas. Enfin bref, je vais avoir un paquet de courses à regarder.
Et je t'invite à toutes les regarder pour mieux commenter les bruits de paddock la prochaine fois. J'y fais attention. Bon, voilà, écoutez, on est au bout de ces fameux bruits de paddock. Merci de nous... Enfin, j'espère que ça vous a plu. Alors, vous devez savoir que les bruits de paddock vont être mis en dehors de l'émission à partir du mois prochain. Alors en fait, l'idée est assez simple, c'est qu'en fait notre émission est assez longue, vous l'aurez constaté, et il y en a certains qui arrivent sur nos vidéos et qui disent « Ouf, 1 heure, 2 heures, parfois plus de 2 heures », et donc ça freine les gens à parfois se lancer dans l'émission. Et donc ces bruits de paddock ont un vrai succès, et en fait on a décidé de les sortir, parce que je voudrais, comme cette fois-ci, toujours avoir un pilote à mes côtés pour les présenter, et donc on va sortir les bruits de paddock à peu près 10 jours après la sortie de l'émission, qui sera forcément un peu plus courte, plus regardable, on va essayer de plus dynamiser, et on va vraiment garder tous les essais, tout ce qui est route, tout ce qui est sujet, moto et tout ça dans l'émission. Et les bruits de paddock, eh bien, il faudra tout simplement 10 jours après, ils vont sortir. Alors bien évidemment, pour voir la notification, si vous voulez voir les bruits de paddock ou l'émission, je vous invite bien évidemment à vous abonner. Vous abonner, Vous abonner, enfin Vincent. La base. À vous abonner. Et bien, abonnez-vous. Et alors, il y a une petite cloche, si vous appuyez dessus, vous recevez des notifications pour la sortie des vidéos. Et comme on en sort de plus en plus, eh bien, je vous invite à vous abonner. On sera, plus on est nombreux, plus on est de fous, plus on rit. Bon, Vincent, je voulais te remercier de t'être joint à moi. Pas de problème, C'est toujours un plaisir de te voir. On va se retrouver, nous, certainement rapidement, mais peut-être dans d'autres circonstances. Enfin, sur circuit, de toute façon. Sur circuit, c'est sûr. Ou pas. Ouais. Donc, merci beaucoup. À très bientôt. Et puis, bien, écoute, dès que tu as des nouvelles de l'officialisation de tout ça, tu n'hésites pas à me les communiquer et je ferai passer l'info dans les bruits de paddock de la prochaine fois. Mais ce n'est peut-être pas la dernière fois que tu participes au bruit de paddock. Donc, prépare-toi pour la prochaine fois. Bon, on vous laisse ici. Merci à tous pour votre écoute. On se retrouve le mois prochain avec beaucoup de nouveautés. D'ici là, gaffe sur la route. Gaffe sur la route.